Il y a une raison pour laquelle l'Amérique ne confie pas sa meilleure technologie militaire à n'importe qui. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'un des gouvernements les plus islamistes du monde est sur le point de recevoir le chasseur le plus avancé des États-Unis. Un avion de chasse si performant qu'il échappe au radar ennemi. La Turquie a passé des années à agir comme un allié américain normal et fiable, mais derrière cette façade, elle a armé et accueilli des groupes qui veulent détruire Israël, s'est rapprochée de la Russie et s'est imposée comme le plus puissant soutien de l'islam politique radical partout dans le monde. Cette semaine, cette stratégie pourrait réussir de façon spectaculaire. Bienvenue sur Gen Z TV avec Mira Keshi. Voici l'histoire depuis le début. Le F-35 est le chasseur le plus avancé des États-Unis. Sa superpuissance, c'est la furtivité. Il est conçu pour que les radars ennemis aient énormément de mal à le détecter dans le ciel. C'est tout l'intérêt de cet avion. Sans la furtivité, ce n'est qu'un avion ordinaire, mais très coûteux. La capacité de voler sans être détecté est un avantage militaire énorme que les États-Unis ne veulent absolument pas céder à leurs ennemis. C'est assez évident. Les États-Unis considèrent la technologie furtive comme l'un de leurs secrets les mieux gardés. Très peu de gens savent à quoi ressemble exactement le F-35 sur un radar. Si un ennemi l'apprenait, il pourrait créer des systèmes pour le détecter et l'abattre. Il ne s'agit pas seulement des avions turcs, mais de tous les F-35 en vol dans le monde, y compris ceux des Américains. C'est pourquoi le F-35 n'est pas vendu à n'importe qui. Seul un petit cercle de pays de confiance y a accès. Et les États-Unis contrôlent ce cercle de manière très stricte. En 2017, la Turquie a fait quelque chose qui aurait dû mettre fin à toute chance d'obtenir le F-35. Elle a acquis un système de défense aérienne fabriqué par la Russie, appelé le S-400. Pensez au S-400 comme à un système radar très sophistiqué, construit par le même pays, la Russie, contre lequel la technologie furtive américaine est justement conçue pour se dissimuler. Si vous installez un système radar russe dans le même pays qu'un avion furtif américain, vous donnez l'occasion aux techniciens russes de maintenir et d'exploiter le S-400 et d'observer de très près comment le F-35 apparaît sur le radar. Cette connaissance n'est plus secrète. Une fois que la Russie la détient, elle peut la partager avec qui elle veut et l'utiliser pour aider à abattre des F-35 n'importe où dans le monde. Donc, en 2019, lorsque la Turquie a effectivement reçu les S-400, malgré les avertissements répétés des États-Unis de ne pas le faire, Washington a tracé une ligne rouge. La Turquie a été complètement exclue du programme F-35. C'est la première fois que cela arrive à un membre de l'OTAN. Les pilotes turcs ont été renvoyés des bases d'entraînement américaines. La Turquie a perdu sa participation à la fabrication de près de 900 pièces pour l'avion et avait déjà payé environ 1,4 milliard de dollars pour les appareils qu'elle avait commandés, mais rien ne lui a jamais été remboursé. Le Congrès a ensuite fait de l'interdiction une loi, pas seulement une politique. La règle est simple et claire. La Turquie n'aura pas accès au F-35 tant qu'elle n'aura pas complètement éliminé chaque système S-400 qu'elle possède, c'est-à-dire toute donnée de suivi russe. Ils ne sont pas seulement censés arrêter d'utiliser les S-400, ils doivent s'en débarrasser complètement et aucune exception n'est prévue. Il n'y a pas de petites lignes qui permettent à un président d'ignorer cette règle, ce qui est important. Savoir cela, bien que cela ait été clairement dit, n'a rien changé à la décision de la Turquie de se rapprocher de la Russie. La Turquie possède toujours chacun des S-400 qu'elle a achetés. Certains des missiles, jusqu'à 200 d'entre eux, seraient apparemment encore dans leur conteneur d'expédition d'origine, jamais sortis de leur boîte. La Turquie ne s'est débarrassée de rien, ce qui serait très efficace si elle voulait vraiment faire partie du programme F-35 en toute légitimité. En réalité, ils ont juste cessé d'utiliser activement le système, donc ils pensent pouvoir s'en tirer comme ça. C'était la première sanction contre la Turquie pour son rapprochement avec la Russie, mais il y en a eu une seconde. En décembre 2020, en plus d'interdire les F-35, les États-Unis ont sanctionné la Turquie via la loi de lutte contre les adversaires de l'Amérique par le biais de sanctions, loi conçue à l'origine pour punir la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. C'était la première fois qu'on l'utilisait contre un allié de l'OTAN. Les sanctions ciblaient la présidence des industries de défense de la Turquie, l'agence qui gère l'achat et la fabrication d'armes, ainsi que son principal responsable. Les États-Unis ont interdit les licences d'exportation à l'agence, gelé ses avoirs officiels aux États-Unis et bloqué l'accès aux visas américains. Contrairement à l'interdiction du F-35 ciblant un avion précis, ces sanctions ont touché plus largement l'industrie de défense turque et ont duré 6 ans. Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Eh bien, il s'avère que la Turquie accueille maintenant un grand sommet de l'OTAN, la grande réunion annuelle de l'Alliance sur son propre sol pour la première fois depuis plus de 20 ans, et le président Trump y a assisté en personne, rencontrant Erdogan en tête-à-tête le 7 juillet. Deux choses se sont produites.
Tout d'abord, les sanctions vont être levées. Aux côtés d'Erdogan, Trump a annoncé que les États-Unis lèvent entièrement ces sanctions de 2020. Nous allons lever les sanctions, a-t-il déclaré. Nous ne voulons pas sanctionner des amis, a-t-il déclaré. Son secrétaire d'État, son secrétaire au Trésor et son secrétaire à la Défense travaillaient déjà sur les détails. Et deuxièmement, le F-35 lui-même est sur le point d'être remis à la Turquie, mais ce n'est pas encore confirmé à 100%. Trump a qualifié cela de décision qu'ils allaient en prendre et a fait l'éloge des avions, les décrivant comme les meilleurs du marché, mais il s'est abstenu de donner une réponse définitive devant les journalistes. Erdogan a toutefois affirmé aux journalistes qu'on lui avait déjà promis 5 F-35, ce qui laisse penser que la réponse est oui, mais l'annonce officielle n'a pas encore eu lieu ou qu'il ment, ce qui ne nous étonnerait pas. Et pourtant, rien n'a été rapporté jusqu'à présent indiquant que la Turquie ait réellement renoncé à aucun système S-400. La loi prévoit qu'aucun avion ne sera livré tant que les missiles ne seront pas partis. Or, ils ne le sont pas. Les sanctions sont levées et l'avion pourrait être approuvé, bien que les exigences légales ne soient pas remplies. La loi précise qu'aucun avion ne sera livré tant que les missiles ne seront pas partis. Pourtant, les missiles ne sont toujours pas partis et l'avion pourrait quand même être approuvé. Et c'est exactement le problème avec la Turquie, parce que ce n'est pas une histoire d'avion. Il s'agit de quelque chose de bien plus important. La menace que représente la Turquie et les dangers de prétendre que la Turquie est notre ami. Pendant tant d'années, nous étions tous concentrés sur l'Iran comme étant la grande menace. Ils étaient oppressants, utilisèrent la terreur et semèrent le chaos, mais pendant qu'ils prenaient de l'ampleur et faisaient ce qu'ils voulaient, une autre menace islamiste grandissait et elle agissait de manière bien plus intelligente et sophistiquée que l'Iran. Elle devenait légitime. Et par elle, je veux dire la Turquie, et par légitime, je veux dire vraiment légitime. La Turquie est membre de l'OTAN, alliance militaire regroupant les États-Unis et la plupart des pays européens, fondée sur la défense mutuelle et le partenariat de confiance. Attaquer un pays de l'OTAN et tous les autres viendront à sa défense. C'est une stratégie brillante, à moins qu'un des membres ne prévoie en réalité de se retourner un jour contre l'Occident, sachant très bien que les membres de l'OTAN seront coincés. La Turquie est l'un des plus anciens alliés de l'Amérique, mais ses actes montrent une réalité différente, souvent ignorée pour une raison inconnue. Environ 20 milliards de dollars provenant du pétrole iranien auraient transité entre 2012 et 2016, contournant les sanctions américaines et impliquant de hauts responsables. Ils ont rejeté publiquement l'idée de considérer les frères musulmans comme un groupe terroriste et les ont soutenus, certains disant même qu'ils ne font qu'un avec eux. Ils hébergent et financent le Hamas. La direction du Hamas agit ouvertement à Istanbul. Le Trésor américain a sanctionné des entités turques pour financer sa branche militaire. Et souvenez-vous, le Hamas est une organisation terroriste. Ils ont retenu en otage une Américaine sur des accusations de terrorisme peu crédibles, considérées comme un moyen de pression pour obtenir un échange de prisonniers. Assez grave pour que Trump sanctionne 2 membres du cabinet turc. Ils sont devenus la faille dans les sanctions contre la Russie. Depuis 2022, la Turquie, seul membre de l'OTAN à n'avoir jamais sanctionné la Russie, est devenue un centre permettant à des biens sanctionnés et à l'argent des oligarques de contourner les restrictions occidentales. Ils ont attaqué les alliés des États-Unis. En 2019, la Turquie a envahi le nord de la Syrie contre les forces kurdes qui s'étaient battues et étaient mortes aux côtés des troupes américaines pour vaincre Daesh. Les États-Unis se sont retirés au lieu d'intervenir, tandis qu'eux combattent les dirigeants israéliens à Hitler et menacent sans cesse d'attaquer Israël, qui est l'un des principaux alliés des États-Unis. Mais bien que toutes ces choses prouvent leur tendance anti-occidentale, c'est cette citation d'Erdogan, le dirigeant de la Turquie, qui me dérange le plus. Il décrit la démocratie comme, et je cite, un tramway. Vous le prenez jusqu'à ce que vous arriviez à destination, puis vous en descendez. Ce n'est pas un ami et il ne devrait pas avoir accès à des équipements furtifs de pointe qu'il pourrait utiliser après être descendu du train. Pourquoi la Turquie continue-t-elle d'être traitée comme notre allié? Le président Erdogan n'est pas apparu par hasard. Il a bâti sa carrière politique dans un mouvement turc directement inspiré des frères musulmans, mouvement international vieux de plusieurs décennies qui considère que l'islam doit être le principe organisateur du gouvernement lui-même, et pas seulement une religion personnelle. Rappelez-vous, l'islam n'est pas une religion. Il a une religion. La Turquie n'a pas de branche officielle des frères musulmans parce qu'elle n'en a pas besoin. Le propre parti politique d'Erdogan est directement issu des idées de ce même mouvement, simplement sous une nouvelle appellation. Une fois Erdogan devenu dirigeant de la Turquie, il ne s'est pas contenté d'être discrètement d'accord avec les frères musulmans, il est devenu leur principal appui étatique mondial. En 2011, lors du printemps arabe, la Turquie a soutenu les gouvernements liés aux frères musulmans qui ont brièvement pris le pouvoir au Moyen-Orient. Après la chute du gouvernement des frères musulmans en Égypte en 2013, Erdogan a offert l'asile à environ 1500 membres égyptiens des frères musulmans en exil, faisant d'Istanbul un refuge et une base d'opération pour le mouvement.
Des personnalités liées aux frères musulmans venant de Syrie s'y sont également installées. Il en a été de même pour la haute direction du Hamas, car le Hamas, au fond, est la branche palestinienne du même mouvement des frères musulmans. Le Hamas à Gaza, les réseaux des frères musulmans en Libye et la gouvernance islamiste en Syrie relèvent du même projet, dirigé depuis la même capitale pour les mêmes raisons. Ce ne sont pas des sujets d'actualité distincts, mais liés entre eux. La Turquie a passé près de 2 décennies à essayer de devenir le principal soutien mondial, voire le chef de file, de l'islam politique et non de l'islam terroriste. Certains observateurs attentifs décrivent Recep Tayyip Erdogan comme essayant effectivement de se positionner en tant que calife des temps modernes, le titre historique désignant le chef suprême religieux et politique du monde musulman. Je vous rappelle que ce rôle a été tenu par la Turquie pendant des siècles sous l'Empire ottoman, avant d'être aboli dans les années 1920, et ces islamistes n'ont pas la mémoire courte. Une fois cela compris, tout devient logique. La Turquie ne vise pas réellement l'adhésion à l'OTAN, les F-35 ou la respectabilité internationale en tant que telle. Elle souhaite ces outils pour devenir une superpuissance et incontournable. Pour le public musulman, cela prouve que la Turquie est désormais trop importante pour que l'Occident lui refuse quoi que ce soit. Une preuve qui conforte les dires d'Erdogan d'être le leader attendu par ce mouvement mondial. L'adhésion à l'Alliance n'a jamais été le but. C'est le costume qui rend l'objectif réel possible. Bien sûr, cela est stratégiquement différent du cas de l'Iran. Avec la lente disparition de la République islamique, la Turquie pourrait prendre la relève. Les costumes de calife conviennent à un califat, pas à des terroristes barbares. La Turquie ne s'éloigne pas accidentellement de l'Occident tout en agissant encore essentiellement comme une partie de celui-ci. Elle utilise délibérément son appartenance à l'équipe pour construire quelque chose que l'équipe n'a jamais eu pour but de permettre. Et comme avec l'Iran, il semble que les États-Unis se laissent avoir. Je ne prétends pas connaître les ressorts de leur politique étrangère, mais il est clair qu'ils suivent l'idéal « garde tes amis près, mais tes ennemis encore plus près ». Sauf qu'avec eux, cela ne marche pas. C'était évident avec l'Iran et cela doit l'être avec la Turquie, mais Israël paraît encore avoir une avance. Avec la nouvelle des F-35 qui pourraient être vendus à la Turquie, Netanyahou a immédiatement fait savoir qu'il s'y opposait. Israël a retenu la leçon. Il ne faut pas apaiser ceux qui vous détestent. Il ne faut tout simplement pas leur donner la moindre munition. Les inquiétudes d'Israël concernant cet accord ne relèvent pas d'une rivalité avec la Turquie. C'est parce qu'ils comprennent réellement la menace. Bonne nouvelle, les États-Unis se sont engagés par la loi à garantir à Israël un avantage militaire net sur tout autre pays de la région, une promesse appelée avantage militaire qualitatif d'Israël. Cette loi encadre la gestion des ventes d'armes près d'Israël et donner le chasseur furtif le plus avancé à un pays qui abrite la direction du Hamas, dont le président critique Israël comme Erdogan, représente un risque pour cette promesse. On peut dire que c'est précisément le scénario que cette promesse vise à empêcher. C'est pourquoi, outre les ventes à la Turquie, il est aussi envisagé d'accorder à Israël un accès anticipé au futur remplaçant du F-35, le F-47, afin de préserver son avantage technologique. Pour être clair, si la Turquie obtient les F-35, Israël saura gérer la situation. Pourtant, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'oppose publiquement à cet accord, qualifiant le gouvernement turc d'influencé par les frères musulmans, et à Chypre, occupé par Poutine en Grèce. Les propos d'Erdogan sont cités pour justifier que la Turquie n'est pas fiable avec cette technologie, ni avec quoi que ce soit. Nous assistons à une version publique de quelque chose qu'Israël observe et redoute depuis très longtemps, plus longtemps et de plus près que presque n'importe qui d'autre dans la salle. Alors, avec Trump qui se rapproche d'Erdogan, y a-t-il quelque chose à faire pour empêcher cela? Le Congrès dispose ici d'un véritable moyen d'action. Il peut voter pour désapprouver formellement la vente, mais ce vote doit être adopté à la Chambre puis au Sénat et ensuite survivre à un veto du président, ce qui nécessite une majorité des 2 tiers dans les 2 chambres pour passer outre. Et c'est un seuil très difficile à atteindre. Trump a déjà appliqué cette stratégie en vendant des armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis durant son premier mandat, malgré les objections du Congrès. Cependant, même si cela n'arrive pas, il y a une bonne nouvelle et elle concerne le calendrier, même si ce n'est pas une question de droit. Si cela est approuvé cette semaine, les avions de chasse n'arriveront pas rapidement. La Turquie serait reléguée en fin de chaîne de production. Les acheteurs récents ont attendu 4 à 5 ans entre la signature du contrat et la livraison du premier avion. Donc, de façon réaliste, aucun F-35 ne survolera le ciel turc avant 2030. Cet intervalle est une bonne chose. Le Congrès doit continuer de s'y opposer et des recours juridiques sont nécessaires, quelle que soit la ruse employée, missiles ou armes à feu. Israël doit s'assurer d'avoir déjà une génération d'avance sur le prochain avion de chasse avant même que la Turquie ne mette la main sur celui-ci. Vous savez, Israël pourrait probablement développer la technologie pour identifier ces avions de chasse. Mais ce n'est pas ça le problème ici. Israël a passé toute son existence à lutter pour sa survie.
Mais si l'on prend du recul, ce combat est le microcosme de quelque chose de plus grand, un aperçu de ce à quoi tout l'Occident est confronté aujourd'hui, qu'il en ait conscience ou non. Israël, comme beaucoup aujourd'hui, a longtemps répété la même erreur. Organiser des séances photos, faire confiance au sommet, poignées de main et médiateurs prétendument neutres. Israël s'est persuadé que des institutions communes signifiaient réellement des intérêts communs, une leçon apprise difficilement, mais il ne s'agissait pas simplement de ne faire confiance à personne, c'était plus simple. Identifier le schéma, analyser les menaces telles qu'elles évoluent, pas comme vous voudriez qu'elles soient. Écoutez ce qui est réellement dit dans leurs propres mots et pas seulement la version qu'il est plus facile de croire. Avant tout, n'offrez pas à vos ennemis des munitions utilisables contre vous. Cette leçon n'appartient pas seulement à Israël et elle ne peut pas appartenir uniquement à Israël. Si l'Occident veut survivre à long terme, elle doit devenir universelle. Parce que le prochain pays qui l'apprendra à la dure n'aura peut-être pas l'avance d'Israël. Peut-être que ce n'est rien. Peut-être que ce n'est qu'un nouveau coup de Trump. Trump agit comme à son habitude. Il cherche à rendre un ami heureux, distribue des cadeaux, mais au final, rien de concret n'en ressort. Peut-être est-ce autre chose. La même logique défaillante a maintenu l'Occident dans des négociations sans fin avec l'Iran pendant plus de 10 ans, pensant qu'avec plus de patience et de bonne foi, un accord finirait par être trouvé. Israël a appris à ne pas refaire cette erreur. La question cette semaine est de savoir si le reste de l'Occident l'a comprise, ne serait-ce qu'une seule fois. Israël est prêt pour ce combat. Israël saura gérer la Turquie si nécessaire, mais il n'est pas certain que l'Occident en soit capable. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, écoutez ceux qui ont déjà tiré la leçon. Je suis Yerke et je vous retrouve la prochaine fois.